Bonjour à tous. Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau un des spécialistes francophones des crypto-monnaies, Owen Simonin, plus connu sur les réseaux sous le nom d'Asher. Et avec Owen, il y a un an donc, nous parlions principalement de l'avenir du Bitcoin, des projets blockchain et autres nouvelles technologies liées à cet univers digital. Alors que s'est-il passé depuis ? Eh bien, le Bitcoin a été multiplié par 5, passant de 12 000 $ à 60 000 $. Le Salvador a accepté le Bitcoin comme monnaie officielle. Le Nigeria, première puissance économique africaine, vient de lancer sa monnaie numérique, l'Inaira. La Chine a banni totalement les cryptos, alors que Wall Street a ouvert la porte au Bitcoin. Et encore, tout ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. D'autant que pour les initiés, rien d'étonnant. Les crypto-monnaies emboîtent le pas de la dématérialisation qui touche tous les secteurs de la société et qui répond aux nouveaux usages numériques. Ça vous inquiète ? Souvenez-vous, il y a 20 ans, quand un nouveau format de musique numérique est sorti, le MP3, que s'est-il passé ? Eh bien, celui-ci a donné naissance à un nouveau modèle d'entreprise qui a permis aux artistes de vendre leur musique sans intermédiaire et donc d'être les principaux bénéficiaires des ventes de leur création. Alors, c'est vrai que les maisons de disques ont été sévèrement touchées par cette révolution, mais ça n'est pas pour ça qu'elles ont disparu. Elles ont simplement adapté leur offre et leur service à un nouveau mode d'utilisation. Alors pour en revenir à nos crypto-monnaies, la question maintenant est de savoir si les banques, les institutions financières seront capables de changer de paradigme et de s'adapter comme l'a fait l'industrie musicale, ou vont-elles tout tenter jusqu'au dernier sou pour interdire les crypto-monnaies ? Il y en a une qui a un avis sur le sujet, c'est Esther Pierce, la commissaire de l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Pour faire simple, le gendarme de la bourse américaine. Elle a déclaré que pour tuer le Bitcoin, il faudrait fermer Internet. Alors je ne sais pas ce qu'en pense mon invité, mais je suis sûr qu'il a un avis sur la question. Véléiane Somi, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste chez Coin Tribune, qui est un des meilleurs sites francophones spécialisés dans les crypto-monnaies. Vous êtes également le cofondateur d'NFTs. Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Par rapport à ce que je viens d'énumérer dans les grands événements de l'année qui viennent de s'écouler, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Qu'est-ce qui vous a le plus, sur cette année, impressionné ? Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est cette annonce du Salvador. Ah oui. Out of nowhere. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe, personne ne s'y attendait. Comment réagir face à cette situation et qu'est-ce que ça décrit aussi de l'évolution du monde, on peut se le dire, d'un point de vue aussi géopolitique, concernant les crypto-monnaies et dans ce cadre-là, Bitcoin. Alors, on rappelle, le Salvador, c'est un État d'Amérique centrale, 6,5 millions d'habitants. C'est pas un pays d'Amérique du Sud dans la difficulté, ça se passe plutôt pas trop mal, même s'il y a des inégalités un petit peu comme partout. Et le président Nayib Bukele a décidé, donc, il y a maintenant 3 mois, Ouais. c'est ça à peu près, d'officialiser le Bitcoin, enfin, il a autorisé à ce que le Bitcoin soit une monnaie officielle, qu'on puisse payer avec du Bitcoin avec le wallet, donc le portefeuille Chivo. Est-ce que, quand j'ai vu ça, la première chose que je me suis dit, comme vous, j'étais très très surpris parce qu'effectivement, on ne l'a pas vu arriver. Est-ce que c'est une belle initiative mal préparée ? Alors, en fait, effectivement, je pense que ce genre de projet prend énormément de temps. Et lorsqu'on voit les institutionnels, pas forcément des États, même des entreprises qui doivent prendre des décisions d'innovation, cela peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on voit le Salvador qui arrive très rapidement. Ça serait très compliqué de dire que ça a été bien préparé, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour le préparer. Mais la volonté qui a été mise par le Salvador, c'est quand même alerter l'ensemble des autres États du monde pour leur dire on est en avance et on est prêt à prendre ce pas. Est-ce qu'on peut imaginer, avec un esprit journalistique mal placé, qu'il a été un peu... il sert un petit peu de cobaye et il teste pour d'autres pays ou pour d'autres puissances. Avant que vous me répondiez, je vous propose justement d'écouter la réaction de Salvadoriens qui n'étaient pas du tout pour. Et c'est pour ça que je vous parle de cobaye, on écoute, on en parle après. Le Salvador est le cobaye. Nous sommes une expérience monétaire qui va toucher les plus pauvres et les moins protégés de notre peuple, le Salvador. Aujourd'hui commence la mise en œuvre d'une crypto-monnaie que personne ne connaît, que personne ne comprend, personne ne sait comment ça va fonctionner. Nous ne voulons pas de cette monnaie parce que ça va beaucoup nous affecter. Vous savez que les pauvres gens dans les campagnes vendent des fruits et comment allons-nous gérer cet argent ? Nous ne voulons pas de cet argent, nous ne voulons pas de ce Bitcoin. Véléiane, je vous coupe, mais
oui, le Salvador, on aurait pu imaginer, je sais pas, alors, t'as peut-être pas la Corée, mais l'Indonésie, des pays en pointe au niveau de la technologie. On imagine mal le Salvador être en pointe de la crypto-monnaie. Alors c'est vrai, je ne pourrais pas me permettre de dire qu'ils ont été les cobayes, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans cette histoire. Ah, d'accord. Ça arrive très vite. Ouais. La population, et ce que ce monsieur disait, on ne sait pas ce que c'est, on ne le comprend pas. La population n'était pas prête. C'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne initiative mal préparée. Exactement. Alors pourquoi cette urgence, à votre avis? Alors cette urgence, je pense que c'est une très bonne question. Et on n'a pas la réponse pour l'instant? Il faut attendre, on n'a pas assez de recul? Je pense qu'on n'a pas assez de recul parce que, effectivement, bouleverser son modèle économique, bouleverser sa population et prendre un nouveau positionnement international, Et être le seul à le faire en plus. et être le seul à le faire, donc il y a quand même une force innovative et historique. C'est aussi peut-être un facteur qui les a poussés à le faire. À jamais dans l'histoire aujourd'hui, on dira le Salvador a été le premier pays à légaliser le Bitcoin. Mais pour répondre à la question de pourquoi ils l'ont fait, malheureusement, je n'ai pas cette connaissance. Vous disiez juste à l'instant, là, en reprenant les propos du manifestant, on ne sait pas ce que c'est. Comment peut-on, on discutait un peu avant l'émission, vous me disiez qu'il n'y a qu'1% de la population mondiale qui détient des crypto-monnaies. Alors pour les gens qui sont dedans, ah bon, mais on a l'impression que tout le monde en fait partie. Comment peut-on faire pour rassurer les gens en leur disant que ça peut être bénéfique pour eux, pour leur économie, pour leur agilité financière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points à scinder, en fait. Le premier, c'est celui de l'éducation. C'est-à-dire que même si on va regarder les masses médias, quand on va parler du Bitcoin, c'est plus 30%, moins 15%, on va parler simplement de l'aspect financier. Donc, en fait, les gens, quand ils pensent aux crypto-monnaies, ils pensent à quelqu'un qui achète et qui vend du Bitcoin. Le point le plus important aujourd'hui, et ce qui fait avancer l'écosystème, ce n'est pas le Bitcoin, mais on parlerait de la blockchain Bitcoin, et on parlerait de la blockchain plus globalement, qu'elle soit Bitcoin ou Ethereum, par exemple. Ethereum Alors, étant vite fait, ce qu'est la blockchain. deuxième... Alors, la blockchain, très simplement, c'est un registre comptable distribué. Donc, si je prends une image, ça va être un livre comptable dans lequel je vais écrire les transactions. Lorsque ma page va être finie, pour tourner ma page, je vais devoir trouver un code. Lorsque j'ai trouvé mon code, cette page avec l'ensemble de ces transactions est scellée à jamais. C'est pour ça que l'on dit que la blockchain est immuable. Elle ne peut pas être modifiée, Falsifié, corrompue. corrompu. Exactement. Donc le token, en fait, le Bitcoin, c'est une récompense de la blockchain Bitcoin. Voilà, en fait, les crypto-monnaies sont générées par la blockchain, exactement. Et en fait, on va récompenser les gens qui vont justement certifier cette page et permettre qu'elle soit scellée à jamais en leur donnant du Bitcoin. Et c'est ce principe qu'on appelle le minage. Alors, avant de parler de minage, quand vous me parliez tout à l'heure de pédagogie et d'éducation, en fait, il faut enlever l'idée reçue que les crypto-monnaies, ce n'est que de la spéculation ou de l'investissement. C'est simplement la conséquence parce qu'en fait, tout le monde connaît un peu ça. Mais la réalité des crypto-monnaies, c'est ce qui se passe derrière, c'est le blockchain et les protocoles et les nouvelles technologies qui y sont associées. Exactement, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, dans notre vie, vous, Laurent, moi, on utilise déjà la blockchain. Donc, un exemple concret qui peut parler à tout le monde. Prenons Carrefour. Carrefour. Les supermarchés. Exactement, on fait tous potentiellement nos cours chez Carrefour. Ouais, d'accord. Ou autres. Ouais. Mais dans l'exemple de Carrefour. Dans le modèle voilà, Carrefour. Dans le modèle Carrefour. Bah, Carrefour, pour la traçabilité de ce qu'ils importent, ils utilisent la blockchain. Donc indirectement, je suis un utilisateur de la blockchain parce que le produit que je vais acheter, il a été tracé par la blockchain. Et ça, on ne le sait pas, on n'en parle pas. Alors, vous alliez parler de minage. C'est un gros aspect de notre émission parce que le minage, en fait, est associé, pour les gens qui ne connaissent pas, à un problème d'environnement. Pendant très longtemps, ceux qui voulaient critiquer le Bitcoin disaient que c'était l'argent sale des truands, des ransomware, ce qui était des trafiquants et autres. Il s'est avéré que pas plus que d'autres, voire même moins. Là, maintenant, on a attaqué Elon Musk, qui est très cryptoactif, a dit qu'il acceptait les paiements Bitcoin pour les Tesla, et puis après il a dit non, et puis là il redit oui. On en est où véritablement au niveau de l'environnement et des crypto-monnaies, d'autant que le Salvador, je crois, a essayé de faire un Bitcoin avec de la géothermie des volcans, c'est ça ? Alors effectivement, en fait, juste pour remettre en place le minage provient de ce qu'on appelle le consensus de la proof of work. Donc justement, c'est ce qu'on disait. La preuve du travail. La preuve du travail, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va récompenser les personnes qui trouvent ce code. Et en fait, ce code, ils le trouvent en faisant tourner leur ordinateur. Et en essayant de trouver des chiffres aléatoires. Et la personne qui va générer le bon chiffre va gagner du Bitcoin. Et c'est la manière dont Bitcoin sécurise son réseau.
Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a d'autres alternatives qui consomment beaucoup moins d'énergie. Donc en fait, on va constamment, sur Bitcoin, effectivement, faire tourner des ordinateurs. Mais ce que vous disiez est très vrai. Il y a la géothermie, par exemple, avec le volcan. Il y a aussi l'éolienne. On peut utiliser le cours d'une rivière. J'ai vu que la Colombie était placée aussi parce qu'avec tous leurs cours d'eau, leurs cascades, leurs rivières et leurs fleuves, ils voulaient générer aussi du Bitcoin, enfin des crypto-monnaies. Exactement. Donc peut-être ce qu'il y a à regarder, ce n'est pas forcément directement la consommation globale, mais comment est produite cette électricité. D'accord. Et ça, c'est un facteur qui est non négligeable. Si je vais dans un désert, et dans le désert, j'ai une exposition du soleil constante et que ma mine de Bitcoin fonctionne avec l'énergie solaire, très bien, je consomme énormément, mais l'ensemble d'énergie que j'ai produit est verte. Pour en revenir, Bitcoin et le Salvador, qui on venait de dire, étaient en train justement de créer avec la géothermie. J'étais en train de, en même temps que je vous écoutais, je me suis dit, mais en fait, je reste sur l'idée qu'il y a un truc qui cloche. Vous ne trouvez pas étrange quand même, parce que je le disais en préambule, le Bitcoin est rentré par les ETF, on ne va pas rentrer dans les détails, à Wall Street. Ça coïncide un mois ou deux après que le Bitcoin soit officialisé au Salvador. Est-ce que le fait que le Bitcoin rentre à Wall Street, la bulle, ce qu'on appelait la bulle Bitcoin, comme il y a eu la bulle Internet où il y a eu quelques siècles la bulle de la tulipe hollandaise, est-ce qu'on ne parle plus de bulle? C'est fini. Alors, au niveau de la bulle, c'est une vraie question. Et je pense qu'il est trop tôt pour se définir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de est-ce que Bitcoin est une bulle qui va exploser ou est-ce que c'est une valeur refuge comme l'or? Ouais. Aujourd'hui, au vu des données qu'on a, on pourrait penser qu'en fait, on est entre les deux, tout simplement. Et qu'en fait, le chemin n'est pas encore défini. L'arrivée des institutionnels sur le marché de Wall Street, justement à travers ces ETF, à travers des entreprises qui investissent, à travers Elon Musk qui dit vous pouvez payer en Bitcoin, font qu'on est en train de passer sur le chemin des valeurs refuges. Parce qu'on le sait, lorsqu'une grosse entreprise, une multinationale diversifie son portefeuille, elle ne le diversifie pas pour un an. Ces personnes qui ont acheté des bitcoins, ces grosses entreprises qui ont acheté du bitcoin, comptent le garder. Et en le gardant, ils créent un impact sur le marché et orientent le bitcoin vers cette potentielle valeur refuge. Mais je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir vraiment se positionner et pouvoir dire « je suis sûr que c'est une valeur refuge, je suis sûr que c'est une bulle ». Non, nous sommes entre les deux et l'avenir le dira, mais on peut voir qu'il y a un penchant depuis l'institutionnalisation, notamment avec le Salvador, c'est un très bon exemple. Ça devient la monnaie qu'on va pouvoir utiliser légalement au sein du pays pour nos transactions. Donc en fait, le Bitcoin ne reposerait plus sur la spéculation, comme on le dit, mais ça deviendrait un réel moyen de paiement. Ce serait de revenir de dire, oui, l'euro est une spéculation, parce que certaines banques parient sur le cours de l'euro. Ce serait complètement fou, parce que nous utilisons l'euro ou le dollar au quotidien. Alors là, vous parliez justement, on reparle encore du Salvador, je sens que ça va être notre fil rouge. Il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que le Salvador a officialisé le Bitcoin, mais qu'il reste encore un autre moyen de paiement, qui est le dollar. À la différence de ce qu'a fait le Nigeria, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, qui, eux, ont lancé leur monnaie numérique, mais c'est une monnaie d'État. C'est ce que l'on appelle un CBCD, je crois. Hein. Une CDBC. CDBC, Central Digital Bank Currency. Quelle différence entre les deux et quel intérêt de la monnaie? On ne parle pas de la même chose. On est carrément même sur deux extrêmes. Il y en a un, c'est décentralisé, et l'autre, c'est centralisé. Voilà, donc en fait, à proprement dit, même si on va vraiment dans les termes, on ne pourrait pas forcément appeler ça une crypto-monnaie, mais plutôt une monnaie digitale. Parce qu'un des grands penchants de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est sa décentralisation. Donc le fait qu'il n'y a pas de tiers de confiance qui vont se positionner pour assurer les fonds ou se positionner comme personne qui va pouvoir potentiellement rembourser les personnes qui paieraient du nairi. Donc en fait, la majeure différence, c'est que dans un cas, on a un État qui légalise un nouveau moyen de paiement et qui, en fait, dans cette théorie des concurrences monétaires, valide Bitcoin. Et de l'autre côté, on a ce pays qui, avec cette CBDC, on le rappelle, lui va créer un complément à sa monnaie pour peut-être résoudre des problèmes de liquidité, de corruption et de traçabilité. Donc on est vraiment sur deux modèles qui n'ont absolument rien à voir. Mais sur une monnaie numérique, il y a un protocole de blockchain derrière? Alors, non. Dans ce cas-là, ils ont utilisé le Open Ledger. D'accord. Donc, bien sûr, il y a un protocole de blockchain, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les blockchains ne sont pas décentralisées. Demain, je pourrais créer une blockchain où vous, Laurent et moi, il n'y a que nous deux, et qu'il n'y a que nous deux qui n'avons accès aux transactions qui se passent, avec une clé, avec un code privé que nous avons que tous les deux. Ça servira à quoi? Ça sert énormément, déjà aujourd'hui. Ah, pour des échanges, pour des secrets? Deux entreprises qui transactionnent, qui veulent passer par la blockchain, mais qui ne souhaitent pas que le grand public ait accès à leur compte. Ils permissionnent donc la blockchain. Ils en font une blockchain privée, où seuls eux ont accès à ce qui se passe dans la blockchain.
Alors, une dernière question avant qu'on voit le sujet justement concernant l'INAIRA qui se trouve au Nigeria. Quelle différence y a-t-il entre mon compte en banque sur mon téléphone avec un solde et le fait que je veuille faire un virement de ma banque, Boursorama, Crédit LCL, Crédit Agricole, peu importe, et que je vous envoie 10 euros. Je vous envoie 10 euros de mon compte en banque ou je vous envoie 10 euros avec l'INAIRA, qu'est-ce que ça change? Alors, vous m'envoyez 10 euros avec l'INAIRA, ces 10 euros-là, ils sont en peer-to-peer. Ça passe de moi à vous directement. Exactement. Je vous envoie 10 euros avec un virement bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la chaîne de valeur des paiements, on ne se rend pas compte, mais en fait, il y a énormément d'intermédiaires. Donc en fait, le virement, il va être envoyé à quelqu'un qui va valider, qui va repasser par quelqu'un d'autre. Et en fait, on va voir peut-être 2 intermédiaires, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe. Ça va dépendre en fait du moyen de paiement avant que vous le receviez. Et il y a un deuxième facteur à prendre en compte. Et peut-être pas sur le cas de l'INAIRA, mais peut-être, même si on reprend l'exemple du Bitcoin, peut-être qui est peut-être plus parlant, c'est que ce Bitcoin que je vous envoie, il est à moi. Il est à moi. Personne ne peut me l'enlever. Son cours peut fluctuer. Mais l'argent qui est sur mon compte, il est à moi aussi. Demain, oui et non. Parce qu'on le sait très bien. Les banques, notre argent ne dort pas dans les banques. Notre argent est utilisé constamment. Tout le monde est au courant de ça. L'argent est utilisé pour trader, pour investir. Donc oui, mon solde affiche 3 000. Si demain je veux retirer mes 3 000, c'est possible. Mais on se rend compte quand même de temps en temps que pour certains, lorsqu'on veut retirer certains montants, notre banque va nous demander, nous avons besoin de 48 heures. Parce qu'effectivement, ce sont vos fonds, mais à proprement dit, ils sont gérés par votre banque. Donc il faut qu'il les récupère, et puis il faut qu'il les Exactement. facture. Alors, on regarde le sujet du Nigeria, et après j'ai une question pointue pour vous. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous avez le temps de réfléchir. En quoi les crypto-monnaies, l'univers des cryptos, peut changer la vie de nos amis africains? On regarde le sujet et on en reparle après. C'est une petite révolution sur le continent africain. Ce lundi, le Nigeria est devenu le premier pays d'Afrique à lancer sa monnaie numérique, le INAIRA. L'utilisation des monnaies numériques de la Banque centrale peut contribuer à faire passer les personnes et les entreprises du secteur informel au secteur formel, créant ainsi l'assiette fiscale du pays. Concrètement, les Nigérians pourront télécharger l'application INAIRA et alimenter leur portefeuille mobile en utilisant leur compte bancaire existant. Selon la Banque centrale du Nigeria, cette crypto-monnaie renforcera la stabilité du système bancaire, car les dépôts se diversifient lorsque davantage de personnes ont un compte en banque. Les monnaies numériques de la Banque centrale peuvent également contribuer à augmenter les envois de fonds, à favoriser le commerce transfrontalier, à rendre la politique monétaire plus efficace et à permettre au gouvernement d'établir un paiement direct aux citoyens éligibles à des programmes d'aide sociale spécifiques. Le lancement de cette monnaie virtuelle intervient alors que le pays doit faire face aux conséquences de la crise du Covid-19. Au Nigeria, les cryptoactifs permettent notamment à la jeunesse nigériane de sécuriser leurs économies et générer de nouvelles sources de revenus. En comparaison, le INAIRA a la même valeur que la monnaie physique. Conséquence, elle sera soumise au taux de change officiel de la Banque centrale nigériane. L'adoption des monnaies numériques de la Banque centrale et de sa technologie sous-jacente appelée blockchain peut augmenter le PIB du Nigeria de 29 milliards de dollars américains au cours des 10 prochaines années. En 2020, plus de 400 millions de dollars ont été échangés en crypto-monnaie. Résultat, le Nigeria est devenu le 3e utilisateur de monnaie virtuelle au monde, après les États-Unis et la Russie. Comment peut-on augmenter le PIB d'un pays simplement en utilisant des crypto-monnaies? Enfin, la monnaie numérique. Alors, il y a plusieurs intérêts, je pense. Parce que si on reprend le cas du Salvador, en légalisant le Bitcoin, on va attirer aussi des personnes dans nos pays. Parce que pour toutes les entreprises qui aujourd'hui vont être plus ou moins bridées par certains États, donc ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis, parce qu'il y a une législation, une réglementation à faire. Mais en fait, le petit problème, c'est que la technologie avance plus vite que la réglementation. Donc en fait, certains business peuvent se retrouver bloqués, certaines personnes qui veulent utiliser dans leur business du Bitcoin, des Ethereum, parce qu'ils ont certains protocoles, ils vont se retrouver bloqués. Donc en fait, le PIB peut augmenter parce qu'on va ramener de la technologie et du business à l'intérieur de son pays. D'accord. Et donc potentiellement, si on allie ça avec une éducation sur la blockchain, et je pense que c'était le problème avec le Salvador, c'est qu'on a dit, OK, on vous donne 20 $ en Bitcoin, on vous airdrop du Bitcoin, mais on n'a pas expliqué ce que c'était le Bitcoin, on n'a pas expliqué ce que c'était la blockchain. Si on allie les flux internes
business qui vont rentrer sur ce pays avec une éducation de la population pour s'apprêter à avoir les connaissances pour travailler dans ce secteur, on fait fleurir le PIB d'un pays. C'est-à-dire que le Salvador pourrait être dans 30 ans le Qatar d'il y a 20 ans. Tout à fait. Mais il faut réussir à allier ces deux facteurs. Et on parle toujours d'éducation. Ils ont le Bitcoin que depuis 3 mois, on va leur laisser un peu le temps. Bien Non, sûr. mais, là, pour en revenir au CBCD, donc la monnaie numérique qu'on vient de voir en Afrique, est-ce qu'elle est potentiellement plus utile pour des pays en développement plutôt que des pays comme les nôtres, quand on voit là, l'euro numérique, le FMI qui se réunit à 30 sans aucun spécialiste des crypto-monnaies pour parler de comment... On a plus l'impression qu'eux essayent de voir comment ils vont pouvoir, pas forcément éliminer le Bitcoin, mais comment ils vont pouvoir le contrôler au maximum, là où on voit, comme au Nigeria, une nouvelle opportunité pour que les personnes puissent justement commercer, développer leurs activités et tout. Est-ce que le CBCD est bon pour certains et moins bon pour d'autres ? Alors, en fait, je pense que dans le cas de l'Europe, CDCD. CDBC. CDBC, bon, vous m'avez compris. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ils ont un choix très simple. Se faire disrupter par cette nouvelle technologie ou se disrupter et s'adapter. C'est les deux choix qui s'offrent à eux. Est-ce que, dans le cas de l'Europe et dans le cas qu'on a vu avec l'Inairi, c'est différent ? Fondamentalement, oui. Parce que dans l'instauration d'une CDBC, alors on parle de deux choses, hein, juste pour que ça soit clair, il y a la CDBC et la MDBC. Parce qu'en fait, alors voilà. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus Voilà, clair. la différence, c'est qu'on va avoir deux types de monnaies de banque centrale. Une qui va être dédiée au retail et une qui va être dédiée au wholesale. Alors, retail, vente, au petit commerce en fait, et le wholesale, c'est quoi Le B2B, les entreprises, entre titres. Pour résumer Pour faire le simple, principe. soyons pédagogiques. Voilà, exactement. Donc en fait, dans ce sens-là, aujourd'hui, l'Europe, le grand problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils veulent suivre cette technologie, bien sûr. Ça a une remise en cause totale de tous les business models des banques privées, banques publiques qui ont été créées. Oui, ce que je disais au début, comme la musique il y a 20 ans. Exactement. Est-ce qu'ils vont être en capacité de... Ouais, c'est la grande question. C'est une remise en cause du business model. Après, l'intérêt, même dans l'Inairi, de faire ça, c'est qu'en fait, en passant par une CBDC, plus rapide, moins cher les transactions et une traçabilité totale de tout ce qui se passe. Donc si on va très très loin dans la réflexion, on pourrait même imaginer que le système de taxation soit automatique parce qu'en fait, on trace chacun des utilisateurs et l'ensemble des transactions qu'il a faites. Alors maintenant, on va parler d'une toute autre chose qui est le grand mouvement en ce moment, c'est ce que l'on appelle les NFT, No Fungible Token. Pour faire simple, c'est quoi ? C'est des images digitalisées. Le plus simple, et pour vraiment comprendre les NFT, le NFT est un contrat d'authenticité digitale. Et je lis à ce contrat ce que je veux. Une image, une musique, une vidéo, votre veste. D'accord. On peut lier ce qu'on veut. C'est un contrat d'authenticité Mais digitale. pourquoi ça marche autant ? Parce que c'est un nouveau support, en fait, qui a émergé. On prenait l'exemple de la musique, c'est un très bel exemple, je pense. D'accord. On passe du disque, après on va aller écouter sur des vinyles, c'est plus dans le sens vinyle, disque, on va utiliser le MP3 et maintenant on a le streaming. Ouais. Et en fait, même dans l'art, on va voir la toile, on va pouvoir peindre sur papier, on va pouvoir peindre sur mur. C'est un nouveau support qui se crée. Et donc ce nouveau support, il a plusieurs intérêts. Premièrement, un nouveau support créatif pour les artistes, hein. Faut pas le nier. Deuxièmement, c'est qu'en fait, vu qu'il fonctionne sur la blockchain, on a aussi cet aspect que ce contrat d'authenticité permet d'inscrire de manière immortelle une œuvre. Donc là où prenons l'exemple où une œuvre de Léonard de Vinci se serait perdue, s'il avait fait sous forme d'NFT, on ne l'aurait jamais perdu. D'accord. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi, il faut se rendre compte, c'est que cet art parle aux personnes des crypto-monnaies. C'est un premier point. C'est comme ça que ça a démarré. Mais aujourd'hui, pas seulement. Il va aussi parler aux institutionnels, aux grandes marques. Et on le voit que de plus en plus, on a Coca-Cola qui a fait des opérations, on a eu Lionel Messi qui a fait des opérations. Parce Et que votre société FNET, c'est ça ? voilà, en fait, nous, notre but, concrètement, c'est d'accompagner justement ces marques institutionnelles à faire ce changement de paradigme. C'est un peu comme les réseaux sociaux, il y a 10 ans pour moi, les NFT. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on monte une boîte, on va créer un Twitter et un Instagram avant de monter un site web. Ouais. Dans 10 ans, on fera un airdrop de NFT avant de monter son Instagram. J'exagère le trait, mais juste pour le signifier. Parce que, aussi, pour ces marques, ça va créer un nouveau layer d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux engager les personnes avec des stories, avec des filtres, mais demain, je pourrais engager des consommateurs en leur envoyant quelque chose et en les liant à moi d'une différente manière. D'accord. Pareil dans la musique, le lien fan-artiste. Et donc, en fait, il y a un panel de possibilités, mais juste infini, parce que, comme on l'a dit, c'est un contrat d'authenticité. Donc, la limite n'est que la créativité. Et vous comprenez bien que pour certainement beaucoup des personnes qui nous regardent,
On parle chinois, là, c'est le cas. Enfin, non, parce que les Chinois ont banni les cryptos, mais on parle araméen. Il dit, mais de quoi il parle, le NFT? Est-ce que ça sous-entend qu'on est vraiment, on n'est même pas au début de cette révolution? Je pense qu'on est vraiment très tôt dans cette révolution. Ouais. On est très early, et donc en fait c'est tout à fait normal. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui on utilise Internet, on utilise Facebook, Amazon, Google, Netflix. On n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne Internet. On utilise les produits. Et je pense qu'en fait on est encore très tôt dans la blockchain, de telle manière que en fait aujourd'hui, moi je me pose la question comment ça fonctionne. Mais que pour que la blockchain se démocratise vraiment, même vous qui regardez derrière votre écran, c'est que demain vous puissiez l'utiliser sans même avoir à penser que c'est la blockchain. Que demain vous puissiez avoir un NFT sans même avoir à penser que c'est un NFT. Juste voilà, votre marque préférée, je dis n'importe quoi, Coca-Cola, vous envoie quelque chose sur votre mail ou sur votre réseau social en disant ah bah vous avez été un bon client, voici, on vous aime bien. Et bah vous avez votre objet de collection, vous êtes juste content d'avoir un objet de collection. Il n'y a pas toute cette question technique à se poser en fait. Je pense que le point il est vraiment là. Et ce que vous dites Laurent est tout à fait vrai, c'est que nous sommes encore très tôt. Alors, je le disais en préambule, l'année dernière, j'ai reçu Owen Asher pour parler, et on parlait à peine du Bitcoin. Là, un an après, j'ai le plaisir de vous recevoir. On parle du Salvador, de l'Afrique, des NFT. Dans un an, on va parler de quoi ? Alors, on va reprendre. Le Bitcoin, il va faire x5 encore. Quel pays, le prochain pays à adopter le Bitcoin, c'est qui ? Allez, si on doit faire un pari ? Allez. Vous avez droit à 2. Venezuela. Ouais. Et après un pari ballsy, mais je pense pas qu'il passera, les États-Unis. Hein. Troisième chose, la Chine, ils vont continuer à bannir les cryptos ? Je pense qu'ils vont choisir quelle crypto ils ne bannissent pas plutôt. D'accord. Qu'est-ce que j'avais dit ? Wall Street, les bitcoins, les ETF. Ils vont prendre des grosses expositions. C'est parti, tout le monde y va, quoi. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit dans un an. Avec plaisir. Merci beaucoup Véléienne, c'était un plaisir de vous recevoir. TLS Plus est terminé pour aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas tout compris, je vous excuse et on peut l'admettre, Coin Tribune pour lire les articles de Véléienne. Sinon, vous avez tout un tas d'informations sur Internet. Régulièrement, nous reviendrons sur ce sujet. En attendant, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très vite, au revoir.